Dr Marc Ouellet, directeur scientifique des Instituts des maladies infectieuses et immunitaires de l'Institut de recherche en santé du Canada. Les Instituts de recherche en santé du Canada, c'est l'organisme fédéral qui va financer la recherche en santé à travers le Canada. Il y a 13 instituts. Un des 13 instituts, c'est l'Institut des maladies infectieuses et immunitaires et il est localisé ici à Québec. Nous, on a différentes thématiques, on a différents projets de recherche. Une thématique qui nous intéresse particulièrement, ce sont les vaccins. On fait de la recherche sur générer des meilleurs vaccins, sur l'efficacité des vaccins, sur la sécurité des vaccins. Et tout ça fait que, pour les Canadiens, on trouve des moyens de prévenir les infections grâce à la vaccination. Aujourd'hui, il va y avoir un café scientifique sur l'utilisation des vaccins, quelle est leur utilité au 21e siècle. Les Instituts de recherche en santé du Canada utilisent l'outil du café scientifique pour être capable d'avoir un dialogue avec les personnes qui ne sont pas réellement en sciences, mais qui sont intéressées par les problèmes scientifiques. Donc, voilà l'objet du café scientifique aujourd'hui. Je m'appelle Ève Dubé, je suis anthropologue. J'ai fait mes études ici à Québec, à l'Université Laval, au département d'anthropologie. Mes recherches de doctorat ont porté sur les enjeux éthiques des interventions de santé publique. À la fin de mes études, en 2008, j'ai joint le groupe scientifique en immunisation de l'Institut national de santé publique du Québec. J'ai réalisé plusieurs études, là, tant qualitatives que quantitatives, qui ont porté sur les opinions et les attitudes de la population et des professionnels de la santé sur la vaccination. Je m'intéresse beaucoup à comment les parents décident de faire vacciner ou non leur enfant. On sait que la vaccination, c'est une des interventions de santé publique qui est reconnue comme les plus efficaces. Mais en même temps, la vaccination est un peu victime de son succès. Les gens y ont plus l'image des maladies infectieuses qui sont évitables par la vaccination, alors ils ont beaucoup plus de craintes et de doutes par rapport au vaccin. Donc, je suis contente d'être ici ce soir pour pouvoir entendre les questions des gens sur la vaccination et pouvoir y répondre. Je suis Gaston Desserre, je suis médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique et professeur d'épidémiologie à l'Université Laval. Alors, moi, je travaille depuis déjà plusieurs années à évaluer l'efficacité des vaccins utilisés dans le cadre des programmes de vaccination du Québec et aussi tous les côtés liés à la sécurité des vaccins, donc la présence d'effets secondaires. Ce soir, je vais discuter lors du café scientifique des façons dont on évalue les vaccins. Les vaccins, on a l'impression que ce sont des produits qui ne sont pas bien évalués. Souvent, les gens ont des préjugés. Alors, je vais expliquer vraiment comment on travaille pour arriver à avoir des produits qui soient à la fois sécuritaires et efficaces. Et je vais parler aussi de comment on s'assure que les produits sont sécuritaires lorsqu'ils sont utilisés dans des populations nombreuses. On pense que si quelqu'un a un problème après un vaccin, c'est dû au vaccin. En réalité, c'est plus compliqué. Quelqu'un peut avoir un problème de santé qui est en préparation, qui survient tout de suite après un vaccin, mais qui n'est pas dû au vaccin. Alors, on va parler un petit peu de tout ça. Et donc, ça me fera plaisir de répondre aux questions des gens concernant soit l'efficacité du vaccin ou la sécurité et pourquoi, malgré les risques qu'il peut avoir, le bénéfice d'être vacciné reste supérieur. Je suis Nathalie Charland, je suis directrice portfolio produits chez Medicago, une compagnie de biotechnologie de Québec qui fabrique des vaccins. J'ai un doctorat en microbiologie et immunologie avec une spécialisation en vaccinologie. Il y a 9 ans, j'ai délaissé la recherche pour me joindre à Medicago et aller plus du côté développement des affaires où je développe le portefeuille de produits de la compagnie et j'explique la technologie de Medicago à différents partenaires et organismes gouvernementaux. Pourquoi je crois que les vaccins sont encore utiles au 21e siècle? C'est que si on se rappelle, au 20e siècle, c'est surtout des vaccins contre les maladies infantiles qui ont été développés, qui ont été très efficaces. Lorsqu'on regarde le 21e siècle, la démographie de la population, surtout dans les pays développés, est en train de changer. Donc, on a une augmentation de l'espérance de vie. On parle de plus de 80 ans maintenant. Et en plus, on a moins d'enfants et plus de personnes âgées. Donc, les personnes âgées vont devenir un poids sur le système de santé si elles ne sont pas en santé. Donc, les vaccins devront pouvoir répondre à leurs besoins.
En plus, on l'a vu récemment, les maladies émergentes peuvent causer des problèmes aussi, qu'on parle de pandémie de grippe ou du SRAS. Donc, les gens voyagent plus, il y a plus de risques de propagation rapide des maladies. Donc, ça nous prend des technologies pour répondre à ces maladies émergentes-là. Et la fabrication de vaccins traditionnels n'est pas adaptée à ce genre de réponse. Donc, il y a vraiment place à l'innovation et aux nouvelles technologies pour répondre aux besoins du 21e siècle. Donc, la raison de ma présence ici, c'est pour vous faire découvrir une nouvelle façon innovante de produire des vaccins qui pourraient nous aider à répondre à ces besoins-là. Et j'espère vous faire comprendre que, oui, il y a place à l'amélioration même dans les vaccins. Donc, bienvenue officiellement à ce café scientifique sur les vaccins. C'est maintenant l'étape de la soirée où je me sens vraiment niaiseux parce que je vais vous présenter des gens qui ont des doctorats, des post-doctorats, alors que j'ai un simple bac en communication. Alors, vous aurez compris que les questions doivent être adressées. C'est la seule consigne, d'ailleurs. Les questions, il faut les adresser à tout le monde, sauf à moi, parce que vraiment, mes réponses vous décevraient. Donc, je vous présente les trois panélistes en commençant par Nathalie Charland. Nathalie Charland, elle est directrice de portfolio produits chez Medicago. Medicago, c'est une compagnie de biotechnologie qui utilise une façon novatrice de produire des vaccins à partir de plantes, notamment le tabac. Elle va nous expliquer tout cela. Elle s'est jointe à Medicago en 2004. Elle est responsable donc du développement du portfolio de l'entreprise par l'évaluation de nouveaux produits et technologies. Elle est activement impliquée dans les activités de développement des affaires de l'entreprise. Elle agit également à titre de gestionnaire de projets pour les programmes subventionnés et elle a travaillé pendant 6 ans dans l'industrie du vaccin, occupant des postes scientifiques et de gestion, et elle est co-inventrice d'un vaccin à base de protéines contre le pneumocoque. Bonsoir officiellement, Dr. Charland. Je vous inviterai donc à nous adresser quelques mots, question de vous présenter davantage et de vous situer dans le débat. Je vois que vous avez apporté... C'est pas une boule anti-stress. Non, c'est pas une boule anti-stress, mais on m'a demandé de présenter une nouvelle technologie de production de vaccins. Donc, je me suis dit qu'un support visuel serait peut-être plus facile pour les gens à comprendre. Je suis habituée de présenter avec des diapositives, des belles photos, mais ce soir, j'avais besoin d'un peu d'aide. Donc, non, ce n'est pas une boule anti-stress. Donc, oui, je pense qu'à la fin de comprendre la différence qu'on fait chez Medicago dans l'industrie du vaccin, il faut comprendre d'abord comment les vaccins sont produits traditionnellement. Donc, comme la saison des vaccins contre la grippe s'en vient bientôt, j'ai pensé utiliser justement la production de vaccins contre la grippe pour vous expliquer un peu comment on travaille chez Medicago. Donc, on se posait la question, est-ce que oui, on a besoin de nouveaux vaccins au 21e siècle? Oui, parce qu'on a besoin de vaccins qui se produisent plus rapidement et qui sont plus efficaces. La population est vieillissante, on a moins de jeunes enfants, la majorité des vaccins actuels sont pour les maladies infantiles, mais l'augmentation d'espérance de vie fait qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées. Ça va donner un poids sur le système de santé si ces gens-là ne sont pas en santé. Donc, il faut être capable de faire face à ces nouveaux besoins-là et les gens voyagent de plus en plus, il y a des maladies émergentes, on doit être capable de répondre rapidement à des nouvelles menaces, si je peux dire, infectieuses. Donc, on a besoin de développer des nouvelles technologies. Et je voulais vous parler de Medicago ce soir à ce niveau-là. Donc, pour comprendre la différence, ce n'est pas une boule anti-stress, c'est un peu ma représentation d'un virus de la grippe. Donc, un virus de la grippe, ça ressemble un peu à ça, si on l'amplifie au microscope. Donc, ça a une espèce de membrane dans laquelle vous avez le matériel génétique pour que le virus se réplique. Et à la surface, les espèces de petites épines, si on veut, ce sont des protéines que le virus utilise pour infecter les cellules des gens ou des animaux lorsqu'il entre dans un corps humain ou d'animal. Puis la façon dont les vaccins actuels sont faits, c'est dans les œufs. Donc, pour faire ces vaccins-là, vous avez besoin du virus vivant, donc cette petite boule-là, que vous insérez dans des œufs qui contiennent des embryons de poulet. Et c'est dans les embryons de poulet que le virus va se multiplier, donc va se diviser pour faire encore plus de virus. Et ensuite, on va aller chercher les virus dans les œufs. On va les inactiver, donc on va les tuer pour qu'ils ne soient plus actifs, qu'ils ne puissent plus causer la grippe. Puis on va les couper en petits morceaux pour aller chercher juste les petits pics sur le dessus. Puis on va purifier, ce qu'on appelle purifier, pour formuler le vaccin, donc produire le vaccin final. C'est ça que vous recevez dans votre bras quand vous faites vacciner contre la grippe. Donc, vous recevez une petite partie
de ce virus-là. Ça prend du temps. C'est complexe. Ça prend les virus vivants, donc il y a quand même un certain danger à manipuler ces virus-là. Puis, si vous vous rappelez, pendant la pandémie de 2009, ça a pris 6 mois avant que les vaccins soient disponibles. Maintenant, on a une nouvelle technologie chez Medicago qu'on développe, qu'on est capable de produire un premier lot de vaccins en 3 semaines. Tout ça parce qu'on utilise seulement le matériel génétique du virus. On n'a pas besoin du virus vivant, qu'on introduit dans des plants de tabac. Puis les plantes vont produire ce qu'on appelle une particule pseudo-virale, donc qui va ressembler beaucoup, beaucoup à ça. Mais ce ne sera pas infectieux, donc ça ne causera pas la maladie. Mais quand vous allez recevoir ce vaccin-là, le système immunitaire va être beaucoup, beaucoup plus efficace à réagir et avoir une meilleure protection. Donc, c'est ce qu'on est en train de développer présentement. On n'est pas encore sur le marché, mais ça s'en vient. Puis, si vous avez des questions sur cette technologie-là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Désolée pour la longue introduction, mais on m'avait demandé de faire la différence entre les technologies. C'est une excellente introduction. Merci beaucoup, Dr. Charland. Est-ce que vous entendez tous bien? Est-ce que le son est assez fort dans la salle? Oui, ça va? Donc, je vous présente maintenant Dr. Gaston Deserre, qui, lui aussi, a un long CV, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec, professeur d'épidémiologie au département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval, membre du comité d'immunisation du Québec. Il a été aussi membre actif du comité consultatif national en immunisation de 1997 à 2004. Il est aussi membre du groupe provincial responsable de la surveillance des effets secondaires des vaccins, le groupe central ESPRI. Il a travaillé aussi sur le comité canadien sur le vaccin pandémique contre l'influenza. Et les maladies sur lesquelles il travaille le plus sont justement l'influenza, la coqueluche, la rougeole, la méningocoque et les autres infections respiratoires d'origine virale. Le docteur Deserre travaille sur plusieurs études visant à évaluer l'efficacité des vaccins et les effets secondaires des vaccins et les systèmes d'information pour la déclaration des effets secondaires. Donc, toutes les questions que vous allez avoir sur les effets secondaires, c'est à lui que vous allez pouvoir les adresser. Docteur Deserre, bonsoir officiellement. Alors, merci. Je pense que souvent, on a des questions sur comment on fait pour s'assurer que ces produits-là qui sont donnés à des populations saines, des gens en santé, comment on peut faire pour s'assurer qu'ils sont vraiment efficaces, comment on peut faire pour s'assurer qu'ils sont vraiment sécuritaires, comment on fait pour détecter les effets secondaires rares, puis quand quelqu'un a un problème de santé après un vaccin, est-ce que c'est un effet secondaire d'un vaccin ou est-ce que c'est quelque chose qui est fortuit, qui arrive et qui serait arrivé même s'il n'y avait pas eu de vaccin? En fait, je vais essayer de clarifier ces questions-là. Et l'autre question, évidemment, c'est est-ce que on a vraiment encore besoin des vaccins au 21e siècle? Bien, vous savez, à la fin des années 70, le Surgeon General aux États-Unis avait déclaré qu'avec les antibiotiques disponibles, les maladies infectieuses, leur cas était réglé, tout était fini. Eh bien, en réalité, les années 80 ont montré que malgré le poste prestigieux que cette personne-là occupait, il s'était profondément trompé et les maladies infectieuses restent extrêmement fréquentes. Et évidemment, les microbes réussissent à développer des mécanismes pour contourner les antibiotiques. Et probablement que le meilleur allié qu'on a, c'est notre système immunitaire qui, lui, peut justement s'adapter à des changements que les bactéries ou les virus vont pouvoir développer. Donc, en fait, je pense qu'on a souvent l'impression que les vaccins, on peut compenser par un régime de vie meilleur, par l'utilisation de vitamines ou d'autres choses. Je pense que ce qui est intéressant dans le domaine des vaccins, c'est que ce sont des produits qui sont extrêmement bien évalués. Les études qui sont faites sont répétées régulièrement pour s'assurer que tout continue à bien fonctionner. Et donc, il peut arriver qu'il y ait des nouveaux effets secondaires qui fassent leur apparition. On doit être en mesure de les détecter, de les investiguer. Mais ça reste que, globalement, les vaccins vont être mis en marché seulement si la fréquence d'effets secondaires est très minime par rapport à la maladie qu'ils vont vouloir prévenir. Mais ceci étant dit, il existe des situations où il y a des effets secondaires qui apparaissent. Et par exemple, au Québec, bien, il y a un système d'indemnisation des gens qui ont des problèmes liés au vaccin, donc un système d'indemnisation des victimes de la vaccination. Et ça permet de compenser ces gens-là qui ont souffert d'effets secondaires. Alors, on pourra en parler plus selon vos questions. Et je remets
Alors, merci beaucoup, Dr Gaston Dessert. Je présente maintenant la dernière panéliste, Dr Ève Dubé, qui a un profil intéressant. Elle est anthropologue. Elle a fait ses études à l'Université Laval de Québec, où elle a obtenu un doctorat en anthropologie. Ses recherches doctorales ont porté sur les enjeux éthiques des interventions de santé publique, notamment sur des questions, justement, pouvant résulter de la confrontation des valeurs. Donc, la question des valeurs et pourquoi on doit ou non attribuer des vaccins. Elle a débuté sa carrière à titre de chargée de cours au département d'anthropologie de la Faculté des sciences sociales à l'Université Laval. À l'automne 2006, elle s'est jointe à l'équipe de recherche en vaccination. Ses principaux dossiers de recherche portent sur le champ des recherches psychosociales entourant la vaccination. Elle est associée à différents projets de recherche auprès des professionnels de la santé et de la population qui portent sur les connaissances, attitudes et croyances par rapport à la vaccination. Elle s'intéresse également à la promotion de la vaccination et développe son activité de recherche dans ce champ. Dr Ève Dubé, bonsoir. Bonsoir, merci. Oh, pardon, je suis trop près du micro. Non, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. En fait, je pense que moi, je suis surtout contente d'être ici pour entendre ce que vous avez à dire sur la vaccination, pourquoi vous trouvez que c'est important, pourquoi vous ne trouvez pas que c'est important, parce que les anthropologues, nous, on aime bien savoir ce que les gens en pensent. En fait, la vaccination, c'est une pratique très intéressante pour l'anthropologie parce que c'est un outil qui est utilisé dans tous les pays du monde, mais en même temps, la décision de se faire vacciner ou pas, elle est très intime et personnelle. Comme Gaston le disait, la vaccination s'est reconnue comme l'une des mesures les plus efficaces de la santé publique. Mais malgré ça, il y a de plus en plus de personnes, on a l'impression, qui ont des craintes ou des doutes sur la vaccination. Donc, ça m'interpelle beaucoup aussi, toute l'information qui circule maintenant dans Internet, les médias sociaux, les mythes qui sont tenaces par rapport aux croyances sur la vaccination. Donc, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Donc, voilà, ça a permis de vous situer un peu dans le débat et de situer nos trois panélistes qui ont des champs d'expertise donc complémentaires, vous l'aurez compris. Je pense qu'à la question qui nous intéresse, avons-nous encore besoin des vaccins au 21e siècle? Ils vont tous vous répondre oui. Ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord, cependant. Vous pouvez poser évidemment toutes les questions que vous jugez pertinentes. Il y a un micro qui est là, donc je vous invite à y aller. Et on a parlé donc effectivement de l'influenza parce que, bon, on amorce bientôt là, la campagne annuelle de vaccination contre l'influenza. Et Dr Dubé, vous disiez que, bon, qu'il y a beaucoup de gens que c'est une décision intime et personnelle. Je vous demanderais peut-être, justement, bien que c'est un café scientifique, c'est un sondage vraiment non scientifique, mais je vous demanderais peut-être quels sont ceux et celles parmi vous qui ont l'intention de se faire vacciner contre l'influenza cette année. Levez la main. Donc, c'est à peu près 50-50. Oui? Oui. Il faut nous compter aussi. Oui, OK. Moi, je ne me lève pas la main, je ne me fais pas vacciner. Je suis l'avocat du diable, vous l'aurez compris. Est-ce que ça correspond à ce que vous voyez dans vos milieux respectifs, à peu près une personne sur deux? Vous me disiez, je pense que même dans le milieu de la santé, il y a une personne sur deux qui ne se fait pas vacciner ou une personne sur deux qui se fait vacciner? Oui, les enquêtes sur les couvertures vaccinales chez les travailleurs de la santé, ça l'indique qu'un sur deux se font vacciner. Par contre, quand on regarde par type de profession, c'est à peu près 8 médecins sur 10 qui se font vacciner, 6 infirmières sur 10. Là où est-ce que ça diminue beaucoup, c'est parmi les autres travailleurs de la santé qui peuvent être en contact avec des patients, mais qui ont des professions comme des professions administratives ou de soutien. Là. D'accord. On a une première question, oui? Bonjour. Bonsoir plutôt. Est-ce que vous considérez justement par rapport à ça, puisque c'est volontaire, la vaccination contre la grippe, est-ce que vous pensez que ça serait pertinent, surtout dans le domaine de la santé, que les infirmières ou les médecins soient obligés de se faire vacciner parce qu'ils peuvent aussi propager la grippe dans les hôpitaux? Et c'est une question éthique aussi, c'est pas une pratique qu'on a au Québec. Qu'est-ce que vous pensez de la pertinence de le faire? C'est une épineuse question. Il y a des provinces canadiennes qui ont décidé d'y aller de l'avant avec ça, comme la Colombie-Britannique. Par contre, ça a des implications importantes et je pense qu'avant de rendre la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé, il y a d'autres moyens qu'on peut mettre en œuvre de promotion, des stratégies un peu moins rigoureuses pour bien informer les travailleurs de la santé pour qu'ils soient convaincus eux-mêmes de se faire vacciner. Il y a des mythes, même parmi... Mais vous pensez que les travailleurs de la santé ne sont pas informés sur la vaccination? Ils sont dans le milieu, ça m'apparaît... Il y a certaines catégories d'emplois qui ont quand on leur demande pour quelles raisons ils ne se font pas vacciner, les raisons qu'ils expriment sont similaires à celles de la population. J'en ai pas besoin parce que je suis en bonne santé. De toute façon, la grippe, c'est pas grave. Ces mythes qui sont tenaces là dans la population le sont aussi chez les travailleurs de la santé. En fait, peut-être pour répondre
sur un autre aspect de cette question-là. Lorsqu'on parle d'obliger les gens, effectivement, il faut avoir fait nos devoirs de bien essayer de les informer, d'expliquer pourquoi on devrait se faire vacciner. Un des aspects qu'on va regarder dans la population générale, on va dire, est-ce que vous êtes vacciné contre l'influenza? Il y en a plusieurs qui sont des gens en bonne santé, considèrent que la dernière fois qu'ils ont fait l'influenza, ça remonte à longtemps. On estime que c'est probablement entre 3 et 5 % des adultes qui vont faire l'influenza par année. Si vous avez 5 % de risque de faire l'influenza par année, ça veut dire, grosso modo, que vous allez faire une fois l'influenza en 20 ans. Pour beaucoup de monde, une fois en 20 ans, là, ça paraît pas beaucoup. Et évidemment, le risque quand on fait l'influenza, c'est généralement de passer 2-3 jours au lit. Bon, une fois par 20 ans, de passer 2-3 jours au lit. Si on est vacciné, le vaccin protège à peu près la moitié de ça. Donc, on va avoir un épisode d'influenza sur 40 ans. Les gens qui regardent ça ne sont pas déraisonnables de ne pas vouloir se faire vacciner. Mais là, c'est une question de valeur. Est-ce que je privilégie de rester en santé ou pas? Quand on parle des travailleurs de la santé, le point qui est un peu différent, c'est de se dire, est-ce que moi, comme médecin, comme infirmière, comme personne qui travaille dans un milieu de soins, je peux me permettre d'infecter des patients dont j'ai soin? Et je pense que sur le point de vue moral ou le point de vue de l'éthique professionnelle, normalement, on devrait s'inquiéter de transmettre la maladie. Ceci étant dit, dans la réalité, dans notre système de santé, on a un problème majeur de travailleurs de la santé qui vont travailler quand ils sont malades. Un travailleur de la santé qui attrape une infection respiratoire, dès qu'il est capable de sortir du lit, il retourne travailler, parce que s'il ne retourne pas travailler, il n'y a personne pour les remplacer ou c'est compliqué. La liste des patients à voir va être repoussée, puis ça va être compliqué de tout recéduler les patients. Et donc, il y a une espèce de conflit, de déséquilibre, oui. de déséquilibre entre ce qu'on voudrait faire pour l'influenza, qui est une mesure, encore une fois, pour l'influenza, qui a une efficacité certaine d'à peu près 50-60 %, et le reste des infections respiratoires qui contribuent pour au moins autant que l'influenza, sinon plus, et pour lequel on ne fait rien. Et donc, je pense qu'il y a un débat éthique qui est clair de se dire, est-ce qu'on a le droit d'obliger les travailleurs à recevoir ça s'ils ne le veulent pas? Et je pense que là, donc, on est au-delà du débat scientifique. Ça se fait sur une base de l'acceptabilité, de est-ce que c'est notre éthique professionnelle? Et évidemment, la personne qui est médecin, la personne qui fait l'entretien ménager, peut-être qu'ils ne voient pas les choses tout à fait de la même façon, mais même chez les médecins, il y a encore un bon pourcentage qui considèrent que leur risque de transmettre la maladie est trop faible ou de l'acquérir est trop faible et qu'ils ne veulent pas l'avoir. Merci beaucoup pour votre question. Donc, si vous avez des questions à poser, je vous invite à aller au micro. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des sociétés dans le monde où ça existe, la vaccination obligatoire? Bien, il y a aux États-Unis où il y a certains... Pour la population ou pour les travailleurs de la santé? Les deux. Ah, pour la population, il n'y a pas d'endroit où c'est obligatoire. Au Québec, il n'y a aucun vaccin obligatoire. Pour les travailleurs de la santé, aux États-Unis, il y a certains endroits, mais c'est plutôt des hôpitaux que des États ou tout ça, où ils viennent d'introduire dans les dernières années là, des réglementations obligeant leurs travailleurs à être vaccinés. Maintenant, c'est sûr que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un aspect qui, au niveau légal, au niveau des valeurs, peut varier d'une juridiction à l'autre. D'accord. Docteur Charland, bon, docteur Dessert disait que, bon, finalement, l'influenza, il y avait un certain pourcentage de gens qui recevaient le vaccin. De ce pourcentage-là, il y en a un certain nombre qui étaient immunisés, alors que pour d'autres, ça ne fonctionnait pas. Puis on sait qu'il y a des années où on s'est fait dire que, ben, finalement, le vaccin qu'on a attribué cette année n'était peut-être pas vraiment le bon, n'a pas été vraiment efficace. C'est jamais le même d'une année à l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une année où le vaccin est efficace, puis l'autre année, le vaccin ne l'est pas, finalement? Dans le fond, c'est lié un peu à la façon dont on produit les vaccins. C'est que la façon actuelle de produire les vaccins, c'est tellement long qu'il y a une espèce
je dirais pas un travail de devinette, mais il y a une analyse qui se fait 6 mois à l'avance, minimum, pour déterminer quelle souche ou quel virus on pense qui va se retrouver en Amérique du Nord en regardant ce qui se promène en Asie 6 mois avant. C'est comme des prévisions météorologiques à très long terme. Oui, ça ressemble pas mal à ça. Donc, ce que les gens font, ce que les experts font, les épidémiologistes à travers le monde, c'est qu'ils vont souvent, les nouveaux virus, les nouvelles souches de grippe vont sortir en Asie en premier, puis il va en avoir 2, 3, 4 qui vont devenir majoritaires, puis selon la façon dont ça infecte, ils vont dire, bon, c'est ces souches-là qui vont se rendre jusqu'en Amérique du Nord, puis c'est ces souches-là qu'on doit utiliser pour produire le vaccin. Ils donnent le go aux producteurs de vaccins, puis c'est ce que les producteurs de vaccins font. Par contre, les virus, ça se divise rapidement, donc ça mute rapidement. Donc, il y a beaucoup de mutations. Il y a des changements qui vont s'introduire dans les virus, quelquefois, qui va faire que lorsque va arriver le temps de recevoir le virus contre la grippe, les virus en circulation vont avoir changé un tout petit peu, puis le vaccin sera moins efficace à cause de ça. D'accord, merci. Question, oui? Oui, en fait, moi, j'ai eu 2 garçons qui sont maintenant adultes, mais que de très jeune âge, ils ont eu leur série de vaccins. Il y avait un carnet de vaccins qu'on suivait jusqu'à leur jeune adolescence où ils ont eu également des vaccins. Puis je voudrais savoir si le Québec, c'est particulier ou si c'est assez égal à travers le Canada et dans le monde, le taux de vaccination chez les jeunes enfants pour coqueluche, diphtérie, tétanos et ainsi de suite. Parce que je pense que c'est quelque chose d'important qu'on a réussi à instaurer. Est-ce qu'il y a encore de l'amélioration à faire? Puis, est-ce qu'on est une société distincte et dans quel sens le sommes-nous? Bon, en fait, si on parle des calendriers vaccinaux, donc combien de doses de vaccins on va recevoir, il y a pas mal de variabilité dans le monde. Le Canada est assez proche de ce qui se fait aux États-Unis. Ce qui est un peu particulier au Québec, ça a été les travaux qui ont été faits dans, disons, les 10-15 dernières années, où on a essayé de voir comment on pourrait amener le même niveau de protection en utilisant moins de doses de vaccins. Donc ça a été quand même des choses qui ont permis de faire qu'on reçoive moins de doses. Donc, ça coûte moins cher, c'est moins inconfortable, c'est moins dérangeant, tout en maintenant une protection du même niveau. Alors, ça, c'est ce qui a été amené comme amélioration dans le programme québécois par rapport à d'autres provinces ou à d'autres pays. Par contre, même dans le cadre actuel de la vaccination, les enfants reçoivent des vaccins à 2 mois, 4 mois, 6 mois, après ça à 12 mois, 18 mois. Il y a des pays comme la Suède où eux vont donner des vaccins à 3 mois, 5 mois, 12 mois. Donc, les calendriers varient. Et quand on compare les pays entre eux, la fréquence des maladies n'est pas si différente. Donc, on a, à travers ça, le moyen d'apprendre d'autres approches qui pourraient être plus légères, avoir des fois des aspects plus pratiques parce qu'ayant moins de doses, c'est plus économique. Et évidemment, ce qu'on voudrait, c'est que pour obtenir une certaine protection, on n'ait pas plus de doses que ce qu'on a besoin. Alors, je dirais que c'est à ce niveau-là où, au Québec, on est assez différent des États-Unis, mais on a encore à apprendre des autres pays. Merci. Merci de votre question. Donc, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Madame, je vais prendre des notes. Si vous avez une question à poser, allez-y. Qu'est-ce qui fait que... Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager une uniformisation de la pratique de la vaccination entre les différents pays, dans les pays occidentaux? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui décident d'attribuer telle quantité de doses et d'autres moins ou pas au même âge? Bien, en fait, je pense que un des points qui par exemple, je pourrais donner comme... En fait, je vais vous donner l'exemple de la varicelle. Alors, le vaccin de la varicelle a été introduit aux États-Unis à la fin des années 90. Au Québec, ça a été introduit en 2006. Et le vaccin réussit très bien à protéger contre la varicelle
qu'on appellerait normales. Alors, un enfant qui fait la varicelle va faire de la fièvre, va avoir entre 250 et 500 lésions. Et, ça va durer quelques jours, puis ça va rentrer dans l'ordre. Le vaccin, lorsqu'on l'injecte, il protège bien la première année contre à peu près toutes les formes de varicelle. Mais par contre, il arrive parfois que des jeunes qui ont été vaccinés vont développer ce qu'on appellerait une varicelle atténuée. Puis quand on dit atténuée, là, tout à l'heure, je vous disais une varicelle normale, pas une varicelle compliquée. Une varicelle normale, un enfant a 250 à 500 lésions. Une varicelle atténuée, il y en a en moyenne 25 lésions. Il n'y a pas de fièvre. Les lésions n'ont pas l'air des lésions de varicelle. C'est quelques boutons, puis les gens consultent parce qu'ils disent « Bon, mon enfant a une éruption cutanée ». On sait qu'avec une deuxième dose de vaccin, ça, on va le diminuer encore. Au Québec, on est encore en train d'évaluer le pour et le contre de tout ça, mais ce qu'on voulait prévenir, à savoir les décès dus à la varicelle, les hospitalisations dues à la varicelle, avec un programme à une seule dose, on a déjà atteint complètement cet objectif-là. Si on va avec une deuxième dose, bien là, on va doubler le prix du programme pour éliminer essentiellement ces maladies-là qui sont vraiment bénignes. Est-ce qu'on devrait le faire? Est-ce qu'on ne devrait pas le faire? Bien, les Américains ont décidé qu'ils voulaient le faire. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'on a tort? Je dirais, bien, ça dépend. Nos objectifs de santé publique ici sont qu'on veut prévenir les hospitalisations, la mortalité, et on a déjà obtenu ces objectifs-là avec un programme à une dose. Il y a plusieurs personnes qui, au Canada, disent que les calendriers vaccinaux entre le Québec, l'Ontario, l'Alberta ne sont pas les mêmes. Puis ils disent qu'on devrait s'organiser pour avoir un seul calendrier. Il y a des avantages à avoir des calendriers différents parce que, justement, on apprend ce que donne un par rapport à l'autre. Et si vraiment il y en a un qui est meilleur que les autres, ça ne sera pas long qu'on va le savoir et généralement, les gens vont migrer vers ce genre de calendrier plus uniforme. D'accord, merci beaucoup. Question anthropologique, ça fait combien de temps qu'on vaccine dans l'histoire de l'humanité? Ça s'est apparu quand et comment, les vaccins? Les vaccins sont apparus avec la variolation, donc avec Jenner, le virus de la variole. Et les premiers vaccins étaient plus ou moins attrayants. Là. C'était de l'inoculation du virus de la variole. Et peut-être Gaston pourra m'aider, là, parce que je sais pas... La vaccine, là, c'était de couper les bras des gens, les deux bras, puis là, de donner ça, et c'était très dangereux. Là, il va y avoir beaucoup moins de vaccination volontaire. Et l'opposition a commencé à ce moment-là, à la vaccination. Ouais. Ben, en fait, la variolisation, c'était de prendre quelqu'un qui avait la variole, mais la variole, il faut se souvenir comment c'était une maladie terrible. Ça avait 40 % de mortalité. Ça laissait des lésions, des cicatrices vraiment importantes. Donc, la variole, c'était une maladie tellement grave que là, de faire la variolisation, où tu prenais des lésions de quelqu'un qui était malade, puis tu l'inoculais à ton enfant, tu avais une mortalité de 4 %. Ton enfant avait une chance sur 25 d'en mourir, mais s'il l'attrapait, il avait presque une chance sur 2 d'en mourir. Rapidement, quand Jenner a découvert que si on prenait la maladie de la vache qui s'appelait la vaccine, il s'était rendu compte, les gens dans les campagnes savaient que celles qui s'occupaient, c'est surtout des femmes qui faisaient la traite des vaches. Les vaches, quand elles avaient cette maladie-là, qui était la vaccine, bien, elles n'attrapaient jamais la variole. Et donc là, il fallait faire, encore une fois, une technique pas très sophistiquée, de prendre des lésions de vaches infectées par la vaccine et de l'inoculer aux humains. Mais donc, ça date là d'une couple de centaines d'années. Heureusement, il y a des techniques plus sophistiquées et plus acceptables que de prendre du pus d'une vache infectée pour prévenir des maladies. Oui, on utilise donc de moins en moins d'animaux aujourd'hui, de plus en plus de plantes, Dr. Charland, notamment des feuilles de tabac. Ça peut paraître quand même étonnant. Pourquoi les feuilles de tabac? Qu'est-ce que vous allez chercher? Est-ce qu'on veut vacciner contre l'envie de fumer ou quoi? Non, il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'on fasse un vaccin qui se fume, mais c'est pas rendu là encore. En fait, beaucoup de plantes pourraient être utilisées pour la technologie qu'on utilise chez Medicago. Mais pour un nombre de raisons différentes, on a décidé d'aller avec le tabac. C'est le tabac australien, donc c'est pas un tabac qui se fume. Il y en a qui ont essayé de faire sécher des feuilles de tabac chez nous puis ils n'ont jamais été capables de fumer. Donc, c'est un tabac différent, mais qui est quand même dans la même famille que les plants de tabac.
Et puis, c'est une plante qui est très susceptible à la technologie qu'on utilise pour introduire le matériel génétique pour faire le vaccin dans les plantes. Je peux peut-être vous l'expliquer, je ne sais pas si ça vous intéresse. C'est qu'on va utiliser une bactérie du sol, donc une bactérie qu'on retrouve dans la nature qui a un système de transfert de matériel génétique dans les arbres particulièrement. Si vous vous promenez en nature, souvent vous allez voir des arbres avec des espèces de grosses tumeurs. Ouais. Donc, c'est une bactérie qui cause ces tumeurs-là, mais nous, on l'a modifiée pour seulement utiliser son moyen de transport du matériel génétique, parce ce qu'elle insère, c'est des gènes qui font qu'elle va se nourrir à partir de l'arbre. Nous, ce qu'on utilise, c'est seulement le système d'injection de matériel génétique. Donc, ce qu'on fait, c'est que, si vous vous rappelez ma petite boule de stress, c'est qu'on va aller chercher la recette, si vous voulez, pour faire seulement la protéine de surface qu'on appelle la H, le fameux H sur H1N1, H5N1, H3N. Le H, c'est l'hémagglutinine, c'est la protéine que les virus utilisent pour entrer dans les cellules de l'hôte. Donc, nous, on va chercher la recette pour faire cette protéine-là. Donc, c'est vraiment seulement une séquence génétique qu'on est capable de synthétiser chimiquement, puis on l'insère dans la bactérie de sol. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un bain de bactéries, donc qui contiennent le matériel génétique pour le vaccin. Puis, on va tremper des plantes entières. Donc, on ne parle pas seulement de feuilles, là. On va carrément prendre des pots qui ont des plants de tabac, à peu près ça d'eau. Puis, on va les inverser dans le bain de bactéries, puis on va appliquer un vide. Donc, les feuilles, c'est plein d'air. Donc, pendant le vide, l'air va sortir des feuilles. On applique ça pendant à peu près 2 minutes. Puis quand on brise le vide, les feuilles deviennent comme des éponges. Donc, au lieu d'aspirer l'air, ils vont aspirer les bactéries, donc la solution bactérienne. Puis là, les bactéries vont faire ce qu'elles savent faire, transférer le matériel génétique dans les feuilles. Ça prend à peu près 5 minutes. On remet les plantes dans le bon sens. On les laisse pendant 1 semaine dans un coin d'une serre. Puis après, on récolte les feuilles et on purifie notre particule pseudo-virale qui n'est pas infectieuse, mais qui ressemble beaucoup, beaucoup au virus. Donc, c'est quelque chose de plus sécuritaire que la vaccine. C'est pas infectieux. Puis, c'est tout aussi efficace qu'un vaccin qui pourrait être utilisé comme des virus atténués dans certains vaccins. Oui, je pense qu'on va avoir une question. Oui. Merci beaucoup, Nathalie Charland. C'est une question sur le cancer du col de l'utérus. Quand j'ai fait mon cours en médecine, on disait que le cancer du col, si on avait un bon programme de prévention avec la cytologie 1 fois par année ou par 2 ans, on prévenait 100% des mortalités. Là, depuis quelques années, on a un programme de vaccination où on vaccine toutes nos jeunes filles à l'école, 3 vaccins, en disant que le cancer du col va être prévenu, qu'on va prévenir davantage de décès, mais il faut quand même continuer le même programme de prévention qu'on avait. Et en plus, on parle maintenant de vacciner les jeunes garçons aussi par rapport au virus. Alors, je me demandais, dans le fond, c'était quoi les arguments au niveau santé publique qui faisaient qu'on était allé de l'avant avec ce programme-là, qui est quand même assez coûteux. Alors, c'est une question qui aborde plusieurs aspects. C'est vrai que le programme de dépistage est un programme qui permet de trouver les cancers du col de l'utérus à un stade précoce. Maintenant, pour expliquer, le cancer du col de l'utérus est causé par un virus qui s'appelle le papillomavirus. Et le problème qu'on a avec les programmes de dépistage, c'est que les personnes à plus haut risque sont souvent des personnes qui ne viennent pas au programme de dépistage. Ça, évidemment, c'est problématique parce que si on a les gens qui ont d'emblée un faible risque d'avoir le cancer, qui sont celles qui utilisent de façon répétée le dépistage, bien évidemment, on a toute une frange de la population pour laquelle, quand on va découvrir le cancer, il va généralement être à un stade plus avancé. Ceci étant dit, quand on introduit un programme de vaccination contre un virus qui cause le cancer du col de l'utérus, ce virus-là
ne cause pas le cancer la journée où la jeune fille acquiert ce microbe-là. Ça prend plusieurs années, voire des décennies, avant que le cancer se développe. Donc là, on a introduit un programme de vaccination chez les jeunes filles pour lequel le bénéfice en termes de réduction du cancer va se manifester seulement dans 10, 15, 20 ans. Dans 10 ans, on va avoir prévenu les cas qui seraient les plus rapides à apparaître après une infection. Mais généralement, le cancer du col de l'utérus, c'est pas tellement à 30 ans qu'on va le voir, mais c'est plus à 40, 50 ans qui va devenir évident. Donc, pendant toute la période où on continue à avoir des femmes qui, elles, ont pu être infectées en bas âge, c'est certain que le programme de dépistage doit se perpétuer pour bien les couvrir. Par ailleurs, le vaccin couvre 2 virus du papillome qui sont responsables d'environ 70% de toutes les infections causant le cancer du col. Donc, il nous reste un 30% qui, lui, n'est pas couvert par le vaccin et qui va demander d'avoir, encore une fois, un programme de dépistage. Ceci étant dit, la fréquence du dépistage, lorsqu'on a un vaccin, va pouvoir être modifiée, mais pas dans les premières années de l'installation du programme. Pour la vaccination des garçons, actuellement, au Québec, on a un programme de vaccination des filles. Il n'y a pas de programme de vaccination des garçons. Aux États-Unis, ils ont mis en place un programme de vaccination des filles et des garçons. Enfin, ils ont commencé par les filles et ensuite sont allés aux garçons, mais parce qu'ils avaient une couverture vaccinale contre le papillomavirus d'environ 35% chez les filles. Or, on sait que ce virus-là, comme il est transmissible d'un gars à une fille et vice-versa, bien, si on protège bien les filles, la probabilité qu'un garçon l'attrape devient beaucoup plus faible. Et lorsqu'on atteint une couverture vaccinale de l'ordre de 80-85%, la transmission dans la population devient presque nulle. Et là, si on vaccinait les garçons, ce qu'on réussirait à prévenir est vraiment très négligeable. Ceci étant dit, il y a un groupe d'hommes qui, lui, est à risque. C'est les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, pour lesquels un programme de vaccination des filles les protège pas. Et donc, ça, c'est un groupe pour lequel il y a une problématique qui est complexe et pour lequel on n'a pas trouvé, pour le moment, là, la meilleure solution. Mais c'est sûr que si on dit on devrait vacciner tous les garçons, pour la proportion qui, eux, ne seraient pas protégés par la vaccination des filles, donc ceux qui deviendront, qui auront des relations sexuelles avec d'autres hommes, bien, c'est une approche qui est très coûteuse. Et si on était capable d'avoir une approche qui permette de bien cibler ces gens-là, ça serait probablement préférable. Mais il y a des questions éthiques, j'imagine, qui se posent. Il faut aussi que pour être efficace, le vaccin doit être donné avant les premières relations sexuelles, donc à un moment où est-ce que les jeunes... les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes ne sont pas nécessairement sortis du placard, là, si on veut. Oui. Mais effectivement, ça pose des enjeux éthiques importants. On a une question, oui? Alors, je voulais aborder la question des effets secondaires potentiels des vaccins, parce qu'on a parlé de protection, on peut se poser la question de l'efficacité et surtout des effets secondaires. Quels sont les types de populations pour lesquelles, effectivement, on peut imaginer qu'il peut y avoir des effets secondaires, femmes enceintes ou personnes âgées? Et d'autre part, est-ce que les effets secondaires sont équivalents pour une femme ou pour un homme, par exemple? Bien, la réponse à ça, c'est quand on regarde à peu près partout, les effets secondaires touchent généralement plus les femmes que les hommes et pas un peu plus. Disons, on va avoir 70% des gens qui rapportent des effets secondaires qui sont des femmes, puis 30% des hommes. Ces phénomènes-là, pourquoi ce sont les femmes plus que les hommes, ce n'est pas clair. Et ce qui est intéressant, c'est que pour plusieurs des effets secondaires, on les voit chez les adultes en âge reproducteur, donc avant la ménopause. Et à partir de la ménopause, donc chez les femmes plus âgées, les hommes plus âgés, la fréquence globale des effets secondaires tombe et la différence entre les hommes et les femmes devient vraiment très ténue. Donc, il y a une influence du sexe sur la fréquence des effets secondaires, mais les mécanismes qui expliquent ça ne sont pas clairs. Évidemment, on veut penser que c'est lié aux hormones sexuelles, mais si on prend un autre champ qui est un peu du même genre, les allergies,
que ce soit des allergies saisonnières, les allergies aux médicaments ou tout ça, c'est aussi lié au sexe. Il y a plus de femmes qui vont être allergiques que d'hommes. Et encore une fois, ce qui explique ces allergies-là, on dit, bon, on voit que c'est ça, mais le vrai mécanisme qui va permettre de comprendre ça est pas encore clair. Les hormones vont stimuler certains aspects du système immunitaire plus que d'autres. Évidemment, chez les femmes, le système immunitaire est organisé pour être capable, lors d'une grossesse, de diminuer notre immunité qui ferait qu'on rejetterait ce qui appartient pas à notre propre corps, parce que l'enfant étant évidemment différent du code génétique de la mère, bien, il serait reconnu comme étant un agent extérieur dont on doit se débarrasser. Donc, la femme doit être capable de baisser son système au niveau de l'immunité qu'on appelle cellulaire pour empêcher le rejet du bébé. Et ça, c'est modulé par les hormones sexuelles. Sur cette question, on peut imaginer que la non-vaccination de femmes enceintes est finalement pas une mauvaise chose. La non-vaccination des femmes enceintes est une bonne chose. Voilà. OK. Bien, écoutez, c'est un débat intéressant. Les femmes enceintes, généralement, constituent un groupe pour lequel, lorsqu'on doit introduire des médicaments, lorsqu'on doit introduire des vaccins, on doit être plus prudent qu'avec la population adulte générale. Au Québec, les femmes enceintes, on a une approche qui est relativement prudente. Dans d'autres juridictions, les gens ont vraiment envie de vacciner les femmes enceintes. Aux États-Unis, par exemple, ils ont introduit, il y a 2 ans, 2011, la vaccination des femmes enceintes contre la coqueluche. Pas tellement pour protéger les femmes enceintes que pour protéger les cas qui apparaissent chez les nourrissons, les nouveau-nés, avant qu'ils reçoivent leur première dose de vaccin. Et une coqueluche chez un enfant de 1 mois peut facilement être mortelle. Donc, on dit en vaccinant la mère transfère des anticorps, le bébé va attraper des anticorps et ça va le protéger avant de recevoir son vaccin. Personnellement, j'ai beaucoup d'inquiétudes face à une approche de cette nature-là pour plusieurs raisons, mais la première étant que les études démontrant la sécurité du vaccin dans ce groupe-là ne sont pas faites. Et même si on veut faire quelque chose pour protéger les nourrissons, je pense qu'on a un devoir de s'assurer de la sécurité de la mesure avant de la mettre au niveau d'une population entière. Alors, le dernier point, c'est chez les personnes âgées, je parle de ma famille, qui disent « Comme je suis âgé, je risque d'être plus malade avec le vaccin que d'être protégé. » Ça fait partie des mythes tenaces, surtout pour le vaccin influenza. Puis ça vient un peu du fait que quand on se fait vacciner, il y a plein de virus qui circulent au moment de la vaccination contre la grippe. Donc, souvent, les gens vont contracter un rhume, une autre infection respiratoire, puis vont dire « Ah, j'ai été vacciné, puis je suis malade, donc le vaccin ne fonctionne pas. » Donc, ça, c'est un des mythes les plus tenaces avec le vaccin contre la grippe. Là. Le vaccin m'a donné la grippe, mais c'est souvent associé à une autre infection respiratoire qui arrive au même moment. Puis souvent, les gens disent « Ah, la grippe, c'est pas grave » parce que, comme disait Gaston, c'est quand même relativement rare, la grippe. Donc, souvent, les gens l'ont jamais eu. Et d'habitude, les gens, quand ils l'ont eu une fois, après ça, ils sont plus propices à se faire vacciner. Maintenant, moi, je pense que pour les personnes âgées, tout à l'heure, quand on parlait d'un adulte en bonne santé, on dit la grippe va nous donner 3 jours au lit, puis tousser pendant 1 semaine, 10 jours. Le bénéfice de se protéger contre la grippe chez une personne âgée, il est beaucoup plus grand que chez la personne jeune, parce qu'elle, c'est pas 3 jours au lit, ça peut être 1 semaine à l'hôpital ou 2 jours aux soins intensifs, puis 7 à 10 jours à l'hôpital, en plus des décès. Donc, c'est clair que les personnes âgées vont généralement acquérir l'infection moins que des jeunes qui ont des contacts avec beaucoup de monde et qui peuvent donc s'infecter. Ceci étant dit, les conséquences d'une influenza chez les personnes âgées est beaucoup plus grande que chez les personnes plus jeunes. Et je pense que c'est vrai ce que dit Ève. Les gens se disent « Ah, j'ai attrapé l'influenza à cause du vaccin. » Parce que le vaccin, c'est pas de l'eau. Hein? Donc, il y en a des effets secondaires. Les gens vont avoir des douleurs au niveau local, vont parfois avoir de la fièvre.
peuvent avoir des douleurs musculaires un petit peu là, pendant 24 heures, et ils se disent, bon, ben là, j'ai attrapé la maladie. Ben non, ça peut être soit des virus qui circulent en même temps, ou ça peut être des vrais effets secondaires du vaccin. Mais entre avoir mal un peu partout ou passer une semaine à l'hôpital, le bénéfice dans ce cas-là est clairement en faveur d'être vacciné. Merci beaucoup. Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions... Oui, il y a une dernière question, allez-y. Moi, ça s'adresse au docteur Charland. Une des préoccupations, finalement, de la population, c'est que le fait que le vaccin contre la grippe change d'une année à l'autre, puis on ne peut pas faire des phases cliniques qui sont importantes avant de vacciner parce que le temps est compressé, puis bon, c'est vrai pour n'importe quel vaccin contre la grippe. Donc, vous le faites plus vite, c'est vraiment une innovation. Mais êtes-vous capable d'en faire un qui serait toujours pareil à chaque année, qu'on n'aurait plus de problème, qu'on serait plus le ciboulot, puis ça marcherait tout le temps, contre les pandémies ou n'importe quelle? Pourriez-vous y rajouter un adjuvant, peut-être, pour l'aider? Pourriez-vous parler? J'aimerais ça que vous exprimiez là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Les virus s'adaptent, oui, mais c'est sûr que la question est pertinente, mais dans le fond, c'est le Graal du vaccin de l'influenza que vous recherchez présentement, et tout le monde le cherche. On parle de vaccin universel dans ce cas-là. Et puis, bon, il y a les mutations, le virus mute, donc c'est d'aller trouver la façon de présenter nos antigènes, donc les protéines qui vont créer une protection, de façon à ce que on a un petit bout qui est similaire d'un virus à l'autre puis qui ne changera pas. C'est pas encore trouvé, mais il y a des façons de le faire. Bon, nos particules pseudo-virales, on commence à trouver qu'il y a ce qu'on appelle la réaction croisée. Donc, le fait de présenter le vaccin comme un virus entier fait qu'on a une meilleure réaction croisée d'une souche à l'autre. Donc, on peut avoir une protection même si le vaccin ne ressemble pas à la souche qui circule. On peut aussi ajouter des adjuvants qui vont diriger la réponse immune pour avoir une protection encore meilleure à travers différentes souches virales qui pourraient être en circulation. Ça demande beaucoup d'études encore. C'est quelque chose, comme je disais, que c'est le Saint Graal du vaccin d'influenza. Il y a beaucoup d'études en cours, différentes façons, mais ça reste encore plusieurs années devant nous, malheureusement, avant qu'on ait cette chance-là. Peut-être que bientôt, un vaccin comme le nôtre va permettre de vacciner aux 4 ans, 5 ans, au lieu de vacciner à toutes les années. Ce serait déjà une amélioration, mais on a encore plusieurs années de recherche, je crois, avant d'avoir le vaccin unique. Bien, ça vous assure la sécurité d'emploi, en fait. Et voilà. S'il fallait que vous trouviez le Graal. Oui, voulez-vous y aller avec le mot de la fin? Finalement, si je vous entends bien, la question de départ, c'était est-ce qu'on a encore besoin des vaccins au 21e siècle? Non seulement on en a encore besoin, mais on va en avoir de plus en plus. Est-ce que c'est ce que je comprends? Yves Dubé, je vais vous donner la parole pour conclure tout d'abord. On ne vous a pas beaucoup entendu depuis quelque temps. J'ai la question piège. Oui. Mais en fait, il y a une question qui n'a pas été posée. Je m'attendais, vous l'avez évoqué un peu au début, je ne sais pas si ça fait partie des mythes, mais est-ce que c'est vrai ou non que les vaccins s'attaquent au système immunitaire? Bien, les vaccins travaillent pour renforcer notre système immunitaire. Dans le fond, le principe de la vaccination, c'est d'améliorer notre système immunitaire. Il y a des gens qui disent que la maladie naturelle est meilleure, elle va mieux protéger que le vaccin. C'est peut-être vrai. Peut-être que si on fait vraiment la rougeole, on va avoir une meilleure protection que si on se fait vacciner. Mais par contre, on va avoir fait la rougeole, on peut avoir eu des conséquences graves de la rougeole, rester avec une sourdité là, de la rougeole. Donc, oui, les vaccins, on en a encore besoin. Plus que jamais? Plus que jamais. Bien, Yves Dubé, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes, entre autres, anthropologue. Je dis entre autres parce que je ne vais pas refaire vos CV, ça serait trop long. Merci beaucoup d'avoir participé à ce café scientifique. Docteur Dessert? Ouais, je pense que oui, on va en avoir besoin des vaccins. Les vaccins, c'est vraiment utiliser le système immunitaire des humains pour se protéger. Actuellement, on parle beaucoup des vaccins préventif contre des maladies infectieuses. La vaccination, c'est un champ qui va toucher éventuellement beaucoup plus largement pour prévenir éventuellement d'autres types de maladies que les maladies infectieuses et même vont être des traitements curatifs. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour développer des vaccins, donc des agents qui stimulent notre système immunitaire pour se débarrasser de certaines maladies, éventuellement des cancers ou d'autres choses. Et donc,
le mot vaccin, c'est vraiment un outil pour stimuler notre système immunitaire, pour l'aider à nous débarrasser d'une maladie infectieuse ou une maladie de notre nature. Alors, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'applications au champ de la vaccinologie au 21e siècle. Dr Gaston Desserre, merci beaucoup d'avoir participé à ce café scientifique. Je rappelle que vous êtes, entre autres, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Et le mot de la fin, le vrai, celui-là, à Dr Nathalie Charland, oui? J'imagine que vous allez nous dire aussi qu'on en a encore besoin au 21e siècle parce que vous voulez conserver votre emploi après tout. Oui. Je vais conserver mon emploi, oui, effectivement, mais on s'en va vraiment vers des maladies beaucoup plus complexes. C'est là que la barre est de plus en plus haute. C'est que là, on s'en va vraiment peut-être au niveau de la médecine personnalisée même, où est-ce qu'on va avoir besoin d'un vaccin par personne, par cancer. Mais ça, on parle vraiment là du futur. J'ose pas dire science-fiction parce que c'est quand même plus près qu'on le croit, là. Mais l'innovation qu'on développe à Québec même, mais à travers le monde, va éventuellement nous permettre de répondre à ces besoins-là. Bien, Nathalie Charland, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce café scientifique. Je rappelle que vous êtes vous aussi, entre autres, directrice de portfolio produits chez Medicago, qui est pignon sur rue à Québec aussi, il faut le dire. Mais merci beaucoup. Écoutez, le succès d'un café scientifique est habituellement inversement proportionnel au nombre d'interventions de l'animateur. Alors, comme je ne suis vraiment pas intervenu souvent, ça veut dire que ça a été un succès que ce café scientifique. J'espère que ça vous a plu et je rappelle que c'est organisé par l'IRSC, donc l'Institut de recherche en santé publique du Canada, et qui en organise d'ailleurs plusieurs cafés scientifiques comme ça si vous allez sur leur site Internet. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup.